En Ukraine, à chaque jour, c'est funérailles. 3 ans que le pays pleure ses morts. Véronika ne connaît pas ses soldats, mais tous sont ses frères d'armes. Le premier jour de la guerre, elle n'a pas hésité, elle s'est engagée. Après plus de 2 ans passés sur le front, ses sentiments sont aujourd'hui mêlés. J'aimerais être optimiste et penser qu'on va repousser l'ennemi, qu'on retrouvera nos frontières de 1991, comme certains le disent. Mais où chercher cette force pour tenir ? Combien de vies vont encore être sacrifiées? On nous dit qu'on va libérer les territoires occupés plus tard. Je pense à Donetsk. Depuis tout ce temps, la ville a-t-elle été libérée? Et puis moi, je viens de cette région et je me pose la question. Est-ce que les gens de là-bas le veulent vraiment? Ce qui fait tenir Véronika, c'est son amour pour son mari, Dima. Ils se sont connus au début de la guerre. Ça, c'est sur la base d'entraînement quand on s'est rencontrés. Et là, c'est chez ma mère. On était tous les deux un peu fatigués. La soldate est aujourd'hui basée à l'ouest de l'Ukraine. Elle a quitté le front car elle espère tomber enceinte. Elle est suivie par le Dr Khmyl. Sa clinique aide gratuitement les militaires à faire des enfants. Pour moi, tomber enceinte maintenant, c'est compliqué. Et mon mari est sur le front de Koursk. Nous nous voyons environ une fois tous les 6 mois, donc avoir un enfant naturellement prendrait environ 10 ans. Nous allons vous préparer pour la stimulation ovarienne. Là, ce sont vos ovaires. Et voilà votre utérus. Les militaires sont dans des conditions très difficiles. Les spermatozoïdes se détériorent chez les hommes et l'ovulation chez les femmes. Et nous voulons les aider à avoir leurs propres enfants. Lorsqu'on en parle avec eux, ils nous disent « Professeur, je veux laisser quelque chose derrière moi. » Le plus important pour nous, c'est que votre mari vienne et donne son sperme pour qu'on puisse avancer. Quand peut-il venir? Il ne pourra venir qu'en mars, début mars. Mais il m'a promis qu'il sera en vie. Il me l'a promis. Un bébé malgré la guerre et parfois même malgré la mort. C'est le choix d'Anna qui préfère rester anonyme. Parmi ses visages, celui de son mari tombé au front. Quand je regarde mon enfant, je comprends qu'il est à moitié orphelin et qu'il ne connaîtra jamais son père. J'essaierai de lui raconter au mieux comment son père l'attendait, l'aimait. Je comprends que ce ne sera pas suffisant, mais voilà notre histoire. Depuis l'année dernière, l'Ukraine autorise l'utilisation du sperme des militaires après leur mort. Anna et son mari essayaient d'avoir un enfant depuis 6 ans. Au début de la guerre, nous avions des embryons congelés dans une clinique. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, nous aurions commencé immédiatement. Mon mari s'est battu pour son pays une première fois en 2014 et il est mort en se battant une deuxième fois. C'est le sens de sa vie, cet enfant et ce pays. La possibilité d'avoir un enfant. Je ne pouvais pas laisser cette guerre m'en priver. Faire des enfants en temps de guerre, une question de survie aussi pour le pays. L'Ukraine traverse une grave crise démographique. À Lviv, le Dr Khmyl conserve précieusement les embryons de centaines de couples. Voilà les spermatozoïdes, les embryons. Ici, ce sont les futurs Ukrainiens. En 1992, nous étions 52 millions et aujourd'hui, nous ne sommes plus que 28 millions. Nous avons aujourd'hui le taux de natalité le plus bas au monde. Mais après chaque guerre, chaque nation veut renaître. Ce sera encore plus vrai pour la nation ukrainienne. Je crois en un baby-boom. Depuis le début de la guerre, grâce au programme de la clinique, 110 enfants sont nés.